Bonjour à tous, nous allons bientôt démarrer ce webinaire. On va patienter juste une petite minute, le temps de laisser le temps aux personnes de se connecter. Très bien, je propose qu'on débute. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Michael Bellégou de NXO. Nous sommes ravis ce matin de vous accueillir avec Franck et Laurent pour vous restituer les résultats de l'Observatoire de la convergence IT-OT que nous avons mené conjointement avec Cisco Systems en fin d'année dernière. Durant ce webinaire, vous verrez que vous pouvez laisser des questions dans le chat. Nous y reviendrons en fin de session. Je vais passer la parole à Franck pour débuter la restitution. Eh bien, bonjour à tous, ravi de vous rejoindre. Pour commencer ce webinaire, quelques mots sur NXO. Nous sommes une ESN et nous appartenons à un groupe industriel, le groupe Faya. Juste pour vous raconter un petit peu la trajectoire et notre réflexion qui nous a amené à lancer cet observatoire. Le terme de convergence IT-OT, on peut le lire souvent, beaucoup. On a énormément d'événements ou de conférences ou de livres blancs sur ce sujet-là. Et quand on est dans la vraie vie, en face de nos clients, de nos prospects, de vous, de nos partenaires, eh bien, on remarque une réalité finalement assez variée, assez différente, avec des niveaux de maturité, encore une fois, qui peuvent être à des stades tout à fait différents d'une entreprise à l'autre. Il nous a semblé intéressant, important de vous tendre le micro pour ceux qui ont accepté de répondre à notre questionnaire, pour un petit peu qualifier ces choses-là, comprendre les leviers, mais aussi les freins, les moteurs de cette convergence IT-OT. Et puis, excuse-moi, Franck, je pense que est-ce que ton micro est bien ouvert? Mon micro est bien ouvert. Très bien, je te remercie. C'est bon parce que je vois qu'il y a une petite question dans le chat. Vous pouvez nous confirmer que vous entendez bien Franck intervenir? Est-ce que vous m'entendez bien tous? C'est juste un ou deux qui peuvent répondre. C'est bon. Parfait. Alors, je continue. Donc, cette réflexion nous a amené à construire cet observatoire, à imaginer un questionnaire sur lequel nous avons longtemps débattu dans nos équipes de la pertinence de chaque question. On a pesé chaque mot. On vous l'a soumis et je vais laisser Laurent vous présenter les résultats de cette étude et puis vous faire part aussi, partager avec vous ce qui a pu être notre étonnement, la confirmation de certaines choses dans vos réponses. Et puis finalement, pour en synthèse, arriver à tirer quelques leçons de cet observatoire et surtout, comment il peut éclairer le chemin pour vous transformer. Donc, je laisse la parole à Laurent pour la première partie de la présentation et j'interviendrai ponctuellement pour venir apporter un éclairage sur ce que nous avons pensé de ces résultats-là. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Azière, directeur associé à Delanto. Donc, on a un cabinet de conseil spécialisé dans le secteur des technologies et on aide des éditeurs et des sociétés de services comme NXO à bâtir ce type de projet. Donc, en l'occurrence, le contexte, c'était d'aborder un sujet un peu stratégique, pas souvent traité dans la presse, pas si souvent que ça. Donc, on a voulu vraiment aller sur le terrain et récupérer les avis des décideurs concernés. Et on a réussi à intéresser des décideurs de deux types, comme on le verra tout à l'heure dans le profil, aussi bien des fonctions informatiques que des fonctions de métier, de l'industrie et pas seulement de l'industrie au sens large, vous le verrez, avec les profils qui ont accepté de participer. Donc, je vous décris ici un peu le profil des répondants. Comme vous le voyez sur la partie gauche, les secteurs d'activité, bien entendu, l'industrie est prépondérante, avec les secteurs IT et télécom, mais pas seulement. Les collectivités ont répondu, le secteur de distribution commerce a répondu, le secteur du bâtiment aussi est intervenu, transport. Donc, vous voyez qu'on a un panel finalement de secteurs d'activité qui dépasse largement le spectre industriel stricto sensu, ce qui est assez intéressant en termes de représentativité de cette étude. Et puis, en termes d'effectifs, c'est plutôt des grosses structures qui ont
qui ont répondu, donc des sociétés, soit des ETI, soit des grandes entreprises, avec quelques PME néanmoins, mais pour plus de 70% de l'échantillon, ce sont des décideurs de grosses structures qui ont donné leur avis. Je pense que c'est ce que, Franck, tu vois sur ce type de sujet. Effectivement, et on va le voir dans les réponses suivantes, le pourquoi de cette variété des réponses dans les secteurs d'activité, et aussi, quand on abordera les sujets de gouvernance, le pourquoi peut-être de cette taille finalement assez importante, plutôt des organisations un peu importantes quand on parle de convergence IT-OT. Sans doute que dans des organisations plus petites, les choses sont un peu plus mêlées, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ça soit forcément plus facile à gérer, mais où peut-être cette notion de convergence IT-OT est moins évidente et ne saute moins aux yeux du fait de la taille des organisations. Alors, sur les fonctions, justement, ensuite logique à ta remarque, Franck, les fonctions qui ont répondu, on voit que c'est assez varié, avec une prépondérance, bien sûr, des fonctions techniques et informatiques. Néanmoins, beaucoup de responsables métiers, direction générale et aussi responsables réseau industriel ont répondu. En fonction technique, on a aussi des fonctions cyber qui sont senties concernées par cette étude. Donc, ce qu'on peut dire par rapport au panel des répondants, c'est que c'est des profils variés, assez représentatifs des métiers de la tech dans l'entreprise, mais pas seulement. Les métiers sont aussi intervenus et ont leur mot à dire sur ces sujets-là, avec un tiers des répondants qui sont ce qu'on appelle des opérationnels. Alors peut-être un mot qui peut vous surprendre dans le commentaire en bas à jaune sur le slide précédent, si tu veux bien, juste, voilà. 58% ont dit c'est une forte représentation de l'IT. On pourrait dire c'est étonnant, puisqu'on pourrait aussi voir l'autre côté. Il y a finalement une partie importante de gens qui répondent qui ne sont pas directement de l'IT tel qu'on l'entend traditionnellement. Moi, j'aime bien citer cette anecdote. J'avais des clients qui me disaient il y a quelques années, presque 10 ans, le réseau OT de l'usine, je ne l'ai pas en charge et pour l'instant, ce n'est pas dans mon périmètre. On voit que les choses sont donc, il y a une dynamique. On voit que finalement, ces 60% presque, c'est sans doute le chemin d'un sujet qui est de moins en moins séparé. Et c'est bien que tout le monde soit concerné. Et c'est sûrement un des premiers chemins pour réussir dans cette convergence IT-OT que de mettre tout le monde autour de la table. Alors justement, une des premières questions que l'on a posées, c'est leur familiarité, leur niveau de connaissance avec ces technologies, hein, et sur la convergence, sur le principal sujet de l'étude, bien entendu, la convergence. Donc, ils avouent honnêtement et sincèrement, plus exactement, qu'ils ont une connaissance partielle ou faible, notamment sur les réseaux OT. Donc, ce qui démontre bien que même si ce sujet les intéresse, parce qu'ils participent à l'étude, ils estiment pas avoir une connaissance suffisante ou aussi importante que ça de ces sujets. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui leur avait été demandé et qui était aussi très intéressant, c'est que ce qu'ils pensent du réseau OT ou comment ils voient le réseau OT au sein de leur organisation. Clairement, c'est un certain manque de visibilité, soit totale, soit partielle, hein, parce que même pour ceux qui me déclarent qu'ils connaissent un peu les réseaux OT dans leur organisation, ils estiment que les rôles ne sont que partiellement identifiés. Alors ça, pour le coup, Franck, je pense que tu le vois régulièrement des clients. Exactement, ça répond déjà à un premier défi auquel on fait face de manière importante et majoritaire. De quoi parle-t-on? Donc la nécessité de bien définir ce qu'on va entendre par IT-OT, puisque la notion même peut être un peu floue. Et puis quand on dit manque de visibilité, tu l'as bien dit Laurent, c'est un manque de visibilité de qui est en charge de quoi. Et puis après, sur un aspect plus technique, ce que ne laisse peut-être pas penser la réponse, ou on peut compléter, c'est qu'il y a un vrai manque de visibilité technique sur ces environnements OT. Peut-être quelque chose, côté IT, on est un peu moins habitué à cette partie un peu cachée, mais sur les environnements OT, on le sait, par construction, par historique, de savoir ce qu'on a sur nos réseaux OT, où commence et où s'arrête le périmètre, qu'est-ce qui est connecté, qui communique avec qui. Il y a un vrai sujet de visibilité aussi au sens technique, organisationnel, qui fait quoi, et technique.
Alors justement, dans quel type de réseau OT disposez-vous dans votre environnement? Donc OT, Operational Technology, les réseaux plus industriels, mais justement c'est là que c'est très intéressant, c'est que pour une grande majorité des répondants, les 60%, les réseaux OT disponibles dans l'environnement, leur environnement à eux, c'est les réseaux bâtimentaires, c'est les contrôles d'accès, la vidéosurveillance, ce sont tous ces réseaux qui permettent de surveiller les accès aux usines, aux bâtiments proprement dit, aux salles de travail. C'est le principal point d'audit dans leur entreprise, et ça, bien avant l'environnement de production. Alors ça peut être lié au fait aussi que il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas industriels qui ont contribué aux réponses. Donc, tout le monde n'a pas une usine dans le profil des répondants, bien entendu. Et puis, les réseaux urbains, vous avez vu qu'il y a une partie secteur public collectivité qui a répondu. Donc, ils se sentent aussi très concernés et ont à gérer des réseaux OT dans leur organisation. Voilà les trois principaux. Et c'est effectivement ça, Laurent. Et puis, rappelons-nous un slide qu'on n'a pas commenté directement, mais qu'on va commenter maintenant, le tout premier qui parlait des secteurs qui nous avaient répondu. Il faut vraiment mettre les deux en rapport. Et ça veut dire quoi? Que là, il y a une vraie maturité, moi qui m'a agréablement surpris, je dirais, par son niveau, c'est qu'il y a déjà la conscience que finalement ces réseaux qu'on appelle OT, où on pense en premier quand on lit la documentation ou les articles aux environnements de production, non, c'est déjà bien identifié que c'est plus varié que ça. Alors, la hiérarchie compte peu. Ce qui, moi, m'intéresse, c'est qu'on a cité finalement les 5 grands domaines qu'on a là, sont pour moi très représentatifs. Évidemment, ces réseaux OT que chez NXO, on aime bien aussi appeler réseaux cyberphysiques, parce que, encore une fois, c'est tous ces réseaux qui peuvent connecter le bâtiment intelligent, le bâtiment connecté, le biomédical. Je ne vais pas redire tout ce qui est à l'écran, mais c'est important et c'est très bien qu'il y ait une conscience que finalement, ce qu'on se dit pour les réseaux qu'on appelle industriels, c'est la même chose pour les collectivités territoriales, pour tous ces secteurs qui ont des réseaux reliant des capteurs, des actionneurs, des automatismes et qui ont un impact sur le monde physique parce qu'on lève une barrière, parce qu'on ouvre une vanne, parce qu'on pilote une machine comme celle qui est derrière moi ou un scanner dans une clinique. Et ça, c'est très bien parce qu'effectivement, c'est bien en se mettant d'accord sur ce que veut dire cet environnement OT qu'on aura une approche holistique, exhaustive et qu'on n'oubliera pas un pan entier de la partie OT sous prétexte qu'il n'est pas estampillé environnement de production aussi clairement que ça. Donc, c'est plutôt très bien en termes de maturité que d'avoir cette vision. Alors dans la suite de l'étude, on interrogeait nos répondants sur la situation actuelle chez eux, de leur réseau, comment ils les voyaient, le niveau de connaissance qu'ils avaient par rapport à ça. C'est qu'ils sont en général isolés et séparés pour la grande majorité, 47% d'entre eux. Et puis, quand ils ne sont pas séparés, ils peuvent être non distingués pour 18% de plus. Donc, on peut dire qu'il y a une partie importante de l'échantillon qui considère à la fois une partie où les réseaux sont séparés et une partie où ils ne le sont pas. Et finalement, le nec plus ultra qui est d'avoir des réseaux interconnectés, urbanisés, avec reporting centralisé, c'est encore une très très petite part des répondants, à peine 10%. Donc je dirais que c'est le Graal à conquérir pour tous les fournisseurs sur ce sujet. Et pour la partie aspect réglementaire, on leur avait proposé plusieurs normes, règles à respecter, et c'est très clairement les raisons de cybersécurité, les règles de conformité de cybersécurité qui les obligent et qui les incitent à accélérer les approches convergence IT-OT en ce moment et dans les mois qui viennent. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, et il faut le dire avec humilité, parce que il ne s'agit pas d'imaginer qu'avec ce genre de questions, on a une vérité évidente qui nous éclaire d'un coup. Le schéma de gauche sur la séparation des réseaux, je pense qu'on pourrait faire un webinaire entier et un débat long et pas forcément tranché entre
Est-ce que le schéma de Purdue qui sépare physiquement les réseaux IT-OT va perdurer? Comment résister à la cloudification du monde OT dans ce genre de démarche? Qu'est-ce que ça veut dire séparer? Est-ce que ça veut dire étanche l'un vis-à-vis de l'autre? Est-ce que ça veut dire physiquement séparé? Est-ce que c'est cloisonné logiquement? L'enjeu de la question n'était pas de répondre à ça. Encore une fois, l'enjeu de la question, c'était de comprendre un petit peu quelle est la perception, la vérité perçue par les gens qui répondent. Et derrière, dans séparer, veut dire encore pas forcément en train d'échanger de la donnée, ce qui pour le coup est pour nous une vérité, une conviction forte. L'industrie 4.0, c'est bien la circulation de la donnée industrielle de manière consciente, sécurisée, organisée. Finalement, le chiffre peut être inquiétant ou le sujet qu'il faut regarder, c'est ceux qui aujourd'hui mélangent sans distinguer, c'est-à-dire peut-être avec ce qui pour nous est quelque chose qu'il faut éviter, à traiter l'OT comme de l'IT. Voilà. Et puis sur la réponse de droite, ce qu'on va retenir essentiellement, c'est qu'aujourd'hui, la cyber, sous le poids réglementaire, que ce soit NIS 2 ou les autres exigences, l'assurance ou le Cyber Act, va de toute façon contraindre. Mais ce qu'on dit, c'est que c'est peut-être la bonne occasion de mettre cette contrainte et cette conformité finalement au service de cette démarche de convergence IT et d'en faire un moteur. Alors justement, sur la convergence, à quels sont les enjeux auxquels elle peut répondre? Donc là, je citerai principalement les 3 premiers. Vous avez vu qu'on avait proposé une liste, donc les répondants ont pu choisir plusieurs enjeux. C'était une multi-réponse, bien entendu. Et en numéro 1, pour rebondir sur ce que vient de dire Franck, c'est la circulation de la donnée, qui est l'objectif et l'enjeu prioritaire entre les deux. La circulation sécurisée, puisque c'est l'enjeu numéro 2, protection contre les cyberattaques, qui est aussi une des raisons principales des objectifs de convergence. Et puis, le développement de projets proprement dits, qui sont peut-être de plus en plus confiés à la direction informatique, aux spécialistes des réseaux IT. Donc, s'ils ont des projets IoT à développer, il faut qu'ils s'intéressent à l'outil et faire converger tout ça. Donc, voilà je dirais les 3 principaux critères, sachant que les autres sont aussi importants, mais ont été cités un petit peu moins. Donc, je ne sais pas si tu veux en isoler quelques-uns. Non, je ne vais pas isoler, je vais te citer, parce que quand on a préparé ensemble ce webinaire et qu'on a dépouillé cette enquête et qu'on a réfléchi ensemble là-dessus, moi j'ai bien aimé ta phrase, tu me disais, c'est plutôt agréable de voir que le moteur finalement qui va animer cette convergence IT-OT, c'est une dimension métier, avantage concurrentiel, innovation, c'est-à-dire la circulation de la donnée. Et effectivement, pour une fois, comme on a des fois l'habitude dans l'IT, on n'est pas en train de dire il faudrait mutualiser les équipements pour faire des économies, des réductions de coûts et toujours être dans cette fameuse course à la réduction des infrastructures et des compétences parce qu'on va mutualiser et on va faire converger. Et effectivement, ce n'est pas la cible première parce qu'il faut d'abord faire ça avec une certaine maturité. Donc, ce qui est important, et moi ce que je retiens, ce qu'on sentait et qui vient être confirmé par vos réponses, c'est que vraiment, la circulation de la donnée, c'est l'enjeu. On ne fait pas tout ça, la convergence IT-OT, l'interconnexion de ces réseaux avec les questions de cybersécurité que ça pose, pour le plaisir intellectuel de mettre les choses en réseau. Il y a une vraie moteur par rapport à la relocalisation des emplois, à la compétitivité, à l'innovation, à l'hyper-personnalisation des produits, à l'amélioration continue de la production, à la réduction de l'empreinte énergétique et carbone. C'est la circulation de la donnée entre l'OT et l'IT pour servir au pilotage et à votre stratégie. Alors, la direction. Alors, qui pilote tout ça dans l'organisation? Alors, vous allez dire, ça dépend du profil des répondants. Enfin, néanmoins, une centaine de réponses en B2B, c'est quand même assez représentatif. Donc, c'est la DSI qui pilote, et en tout cas qui a la responsabilité dans la majorité des entreprises qui ont répondu, mais aussi des services techniques, des services généraux de maintenance, avant une direction industrielle ou une direction métier. Donc, c'est bien un mélange ou un partage des responsabilités, même s'il y a une prépondérance à la photo d'aujourd'hui de la DSI. C'est peut-être nouveau, c'est peut-être quelque chose qui va se poursuivre. Ça, c'est un peu ce que va nous dire ce que nous diront les projets 2024-2025. Mais on a clairement une prise en main de la DSI qui est assez importante et qui, je crois, étonnait un peu Franck quand on a dépouillé les résultats. Oui, alors, encore une fois, je pense que ce qui est important, c'est la dynamique. On voit que les choses changent et ce n'est plus la réponse qu'on pouvait entendre il y a
quelques dizaines d'années, qui était de dire, je vous assure que c'est une anecdote vraie, le réseau usine, moi en tant que DSI, je ne m'en occupe pas et Dieu m'en garde. Cette phrase-là, aujourd'hui, elle n'existe plus parce qu'effectivement, il faut absolument travailler ensemble. Il faut toujours, quand on a une étude, savoir, encore une fois, avec humilité, regarder les résultats. Mais là, par contre, nous, on a une conviction forte. Ce slide, peut-être, le montre aussi par le fait qu'il y a quand même une responsabilité qui semble partagée. Nous sommes convaincus, nous, chez NXO, qu'effectivement, l'IT et l'OT sont condamnés à travailler ensemble pour réussir et que, pour de bonnes raisons, l'OT, c'est pourquoi il faut digitaliser l'usine. Quand je dis pourquoi, c'est dans quel objectif métier, pour quelle application, pour quelle utilisation de cette donnée dont je parlais. Et l'IT, c'est comment. Donc, vous voyez que travailler ensemble, c'est plus précis que ça, selon nous. Chacun a son rôle. Il ne s'agit pas de dépouiller l'un du rôle de l'autre et inversement. Il y en a véritablement un qui sait le pourquoi, le cas d'usage, et l'IT, c'est lui comment. Et face aux menaces de cybersécurité qui pèsent sur l'OT et qui sont de haut niveau, il y a besoin de toute la technicité des équipes IT sur leur comment faire. Mais on sait aussi, et il ne faudra pas dépouiller pour autant les organisations métiers de ce qui est de leur périmètre, c'est le pourquoi on fait les choses. Donc vous voyez, l'OT c'est pourquoi, l'IT c'est comment. Et pour nous, c'est là la voie de la réussite. Alors là, leur avis, et on leur a demandé à ce moment-là leur avis sur la sécurité. Comment ils évaluaient et comment ils s'auto-évaluaient finalement sur la sécurité, sur leur système, pour la partie informatique à gauche, pour la partie OT à droite. Donc, sur la partie du réseau informatique, les responsables interrogés estiment qu'ils sont plutôt bien équipés ou ils sont assez relativement sûrs d'eux. Je pense qu'on ne peut jamais être sûr à 100% en sécurité, bien sûr. Mais en tout cas, il est clair que des investissements ont été faits. C'est une préoccupation depuis de longue date. Donc, ils sont bien avancés. Certains se jugent encore négativement avec des niveaux moyens et insuffisants. Mais quand on les compare à la partie droite, qui est le niveau actuel estimé de la sécurité des réseaux OT, on voit que le insuffisant et le moyen est majoritaire, avec 3/4 des réponses. Ce qui n'est pas du tout le cas sur la partie informatique. Donc, il y a bien une dichotomie claire sur les notions de sécurité. On est relativement prêt et confiant sur la partie informatique. En revanche, c'est relativement inquiétant encore sur la partie OT et c'est une des raisons pour lesquelles les investissements vont devoir être faits. Oui, là, mon commentaire va être rapide. La vérité perçue, telle que le donnent les réponses, est pour nous assez proche de la vérité réelle. On le sait, les environnements OT ont des failles spécifiques, ont des architectures moins documentées, on a un historique, on le sait, il y a sans doute un travail et qui commence par la visibilité pour arriver à augmenter le niveau de confiance et de résilience de ces environnements OT. Là, rien de surprenant, une vraie conscience du travail qu'il y a à faire ensemble, encore une fois, pour arriver à gérer ces aspects-là. Alors, sur la vision partagée, l'organisation des équipes et les projets, ça faisait partie des dernières questions qu'on avait posées. Donc, cette vision partagée, elle est en cours de réflexion. Pour un certain nombre, un tiers, elle est déjà en place. Très peu nous disent qu'il n'y a pas de vision partagée, moins de 20%. Donc, je dirais que les freins sont levés, mais ils sont en marche. Hein. C'est pas non plus quelque chose qui est établi. Et quant à la convergence et les projets, ce qui est assez étonnant, parce que nous avons l'habitude, en tant que cabinet de conseil, de réaliser beaucoup d'études sur la technologie, et on en a fait encore très récemment, fin 2023, même 2024, le nombre de projets par rapport au nombre de répondants, et le pourcentage par exemple de projets déclarés sur ce domaine par rapport au nombre de répondants est très important. Donc, puisque entre ceux qui estiment pour 10-11% qu'ils sont déjà opérationnels et 43% que les projets sont en cours mais à améliorer et que pour 20 autres pourcents que c'est en réflexion, on a pratiquement plus de 3/4 des répondants, décideurs métiers ou techniques, qui nous disent qu'ils ont des projets en place ou en cours sur ce sujet précis, ce qui est une proportion très importante.
Oui, et c'est intéressant parce que à gauche, sur la question sur la vision partagée, pour nous, c'est essentiel. On ne peut pas mettre les équipes IT et OT au travail. On ne peut pas dire bah, c'est très bien, on va pouvoir travailler ensemble. L'OT sait pourquoi il veut faire les choses, l'IT sait comment. Si on ne part pas d'une vision commune des choses, du périmètre, de la définition, de comment ça fonctionne chez nous, c'est même une culture commune qu'il faut essayer de tisser. Chacun a la sienne, chacun a ses pratiques qu'il faut, entre guillemets, savoir partager, aligner, expliquer pour, encore une fois, avancer de manière constructive. Ça se traduit aussi typiquement par une question sur les compétences, sur le recrutement, sur la formation. Et ce n'est, à notre sens, pas un hasard si on voit aujourd'hui fleurir un nombre important, et tant mieux, de formations que je vais appeler un peu hybrides, c'est-à-dire de profils qui auraient à la fois la conscience, la culture côté OT et aussi les notions côté IT pour être des ponts entre ces deux équipes, entre ces deux mondes qui doivent avancer ensemble. Donc, ça peut d'ailleurs être des écoles plutôt venant du génie industriel, de l'excellence opérationnelle et qui amènent une culture IT à leurs étudiants et à leurs apprenants. Ça peut être aussi des formations continues proposées à des gens de l'OT pour venir acquérir ses propres compétences. Et puis, c'est aussi des formations pointues sur l'IT, mais orientées avec cette dimension OT. Donc, c'est très bien. On en voit naître depuis maintenant 18 mois, 2 ans. Donc, on va pouvoir récolter les fruits de ces premières promotions assez rapidement. Et forcément, ces profils-là vont être clés pour vous, organisation, pour nous aussi, prestataires, pour renforcer nos équipes, monter en charge et mener à bien les projets qui s'annoncent à droite. Ces projets, ils ont la caractéristique d'être des projets sûrement à mener sur le long terme. C'est un chemin. La convergence IT-OT, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Je vais reprendre les images d'un de mes collègues que j'aime bien, on est en train de construire un puzzle. Et quand vous commencez un puzzle, eh bien, vous mettez les pièces qui sont dans les coins, parce que c'est facile à repérer, puis vous mettez les bords, parce que vous les repérez, il y a le bord lisse, et puis voilà, puis progressivement, le puzzle va avancer, va se construire. C'est un peu la même démarche. On est parti là sur des sujets, on est plus sur la course de fond que sur le sprint, on le sait. Et c'est encore plus important dans ce cas-là d'avoir une vision partagée, parce qu'il ne faut pas que ça s'éteigne au fil du temps. Il faut résister au passage à l'échelle. Il faut passer le cap difficile du POC qui a bien marché, mais de l'implémentation un peu compliquée quand on est ensuite dans la vraie vie. C'est tous ces enjeux-là qui nous attendent sur ce chemin de la convergence IT-OT. Alors, Franck, je crois que pour ma part, j'arrive sur les dernières questions. Je pense que c'est les dernières, il me reste encore quelques-unes, désolé. Alors, on a demandé à nos décideurs qu'est-ce qui les freinait finalement, puisque apparemment, ils sont d'accord pour travailler ensemble, ils ont plein de projets. Qu'est-ce qui fait que ça bloque et ça se déclenche pas aussi rapidement qu'on pourrait l'envisager? Donc, c'est encore des questions culturelles. Allez, vous voyez comme quoi j'ai été visionnaire. Je pense qu'ils ont encore du mal à se parler. Ouais. Puisqu'ils estiment qu'ils ont une culture différente. Donc, j'espère que ça va évoluer rapidement. Mais on sait très bien que dans le management de projet, c'est ce qui freine le plus souvent, quel que soit le sujet. Le partage entre équipes de niveaux techniques différents ou d'esprits différents. L'absence de compétences hybrides, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Donc, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui connaissent les deux. Donc là, peut-être NXO a une réponse intéressante en tant que prestataire externe. Et puis, ça, c'est une réponse qui est vraie dans toutes les études technologiques que nous faisons depuis quelques années. C'est que les DSI et les fonctions techniques ont du mal à lancer des nouveaux projets sur des infrastructures qu'ils estiment obsolètes. Donc, c'est les surcouches techniques qui rendent compliqué la mise en place des projets et compliqué la protection cyber. Donc, voilà les 3 points les plus souvent cités. Donc, Franck, je te laisse commenter. Tu as sûrement à dire. Alors, je vois que le chronomètre, on est plutôt bien dans les temps. Donc, je vais m'attarder sur les 2 derniers. C'est pas souvent qu'on commente les bas des slides. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'on a des freins. Alors, premier, je vous le lis, solution IT jugée non adaptée à l'OT. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je dis souvent en formation interne ou en intervention chez nos clients,
La première erreur pour des gens de l'IT, c'est de penser que l'OT, c'est de l'IT. L'OT, ce n'est pas de l'IT. Et c'est vrai qu'il faut savoir choisir des solutions qui sont adaptées à l'OT. Il y a des protocoles particuliers, des architectures particulières. Certains protocoles sont des protocoles, entre guillemets, temps réel ou time sensitive. On n'a pas forcément l'habitude de travailler avec ces protocoles-là dans l'IT. Il y a des manières de faire. Donc, oui, c'est en partie vrai et c'est quelque chose à garder en tête que l'OT, ce n'est pas de l'IT. Le frein d'ensuite, manque de confiance de l'OT vis-à-vis de la fiabilité de l'IT, je l'entends. Mais je l'entends honnêtement pas toujours à raison. S'il s'agit de me dire que l'IT ne sait pas faire de l'OT pour les raisons que je viens d'évoquer avant, ça peut s'entendre. Est-ce que pour piloter des robots mobiles, le Wi-Fi est le meilleur support? On ne va pas lancer des débats techniques, mais c'est une vraie question légitime et ça va dépendre de la liaison entre le sol et mon robot mobile et de ce que je véhicule. Par contre, j'entends aussi de temps en temps des gens de l'OT m'expliquer qu'on ne sait pas faire de réseau fiable côté IT. Non, quand même, pour peu qu'on s'y prenne correctement. Là, on est plutôt dans un peu les vieilles guerres de chapelle, le manque de communication et de culture commune ou le peu d'envie de travailler ensemble. Je voudrais qu'on rassure les deux parties. L'IT sait comprendre pourquoi vous avez des besoins spécifiques à l'OT et c'est aussi offrir la fiabilité qui va bien. Et puis je vais, pour équilibrer, aussi rappeler aux gens de l'IT que si l'OT, on trouve des réseaux peu segmentés, peu sécurisés ou des équipements qui ne sont pas à jour, ce n'est pas une volonté de mal faire ou un manque de compétences, c'est des fois une obligation. On sait qu'on ne sait pas toujours mettre à jour une machine, une station de travail côté OT qui ne le serait pas parce qu'il y a des problèmes de validation, il y a des problèmes de responsabilité entre le fabricant de la machine et puis celui qui l'utilise. Donc voilà, je crois qu'il faut sortir, j'en profite d'utiliser ces deux points, de justement ces guerres de chapelle, de prétendre que l'un ne comprend pas ce que fait l'autre. Il est temps de dépasser ça et de travailler ensemble pour avancer et de faire en sorte que nos environnements de production ne soient ni des cibles privilégiées parce que connectées à l'IT, ni des moyens trop faciles de pénétrer nos réseaux et d'attaquer l'IT. Ça marche dans les deux sens. Voilà ce que je voulais dire sur ce slide. Oui, alors pour corroborer ce qu'on vient de dire sur ces slides précédents, c'est que on pose souvent la question sur le budget, malgré tout, et notamment celui lié à l'OT pour les mois et pour l'année qui vient. Donc, pour 2024, comme vous le voyez, les budgets sont prévus soit stables, soit en hausse légère ou forte. Enfin, si on ajoute en hausse forte et hausse légère, on est quand même à 40% des répondants qui estiment que sur ces sujets-là, les budgets devraient augmenter, ce qui est assez encourageant. Il n'y a pas beaucoup d'investissements informatiques en 2024 qui bénéficient de projets de budget en hausse. Je pense que c'est assez compliqué cette année. Les entreprises vont faire attention. Elles ont beaucoup investi en 2021, 2022 et début 2023 dans leurs infrastructures. Les nouveaux projets vont être peut-être plus difficiles à mettre en place, sauf sur ces sujets-là. Ces sujets restent prioritaires et en tout cas ne sont jamais prévus à la baisse, très très peu sur cette année. Et puis sur les projets proprement dit d'outillage, on avait parlé des projets sur le domaine de la convergence, mais sur les projets d'outillage et d'outils pour renforcer et alimenter cette convergence, on voit, c'est corroboré, donc il y a près de 70% soit de projets en cours déjà identifiés, à moins ou plus de 6 mois, et un tiers de projets qui sont en réflexion actuellement sur ces sujets-là, ce qui corrobore la partie gauche sur le relative augmentation des budgets prévus sur ce domaine. Donc Franck, est-ce que tu vois ça déjà en clientèle ou c'est Oui, ça c'est aligné, effectivement, tu as raison, avec, on le sent bien, les enjeux qui sont derrière, c'est-à-dire la protection de mes moyens de production, la protection de mes opérateurs, mes obligations réglementaires et aussi l'enjeu lié à la continuité de production, à la protection de mes savoir-faire industriels et de mes secrets industriels. Donc, voilà, on est sur ces sujets-là. On est en face de lignes budgétaires différentes de ce qu'on peut trouver dans des projets classiquement IT.
Mais c'est pour ça aussi qu'il y a tout le monde autour de la table et que, en termes de visibilité de ces projets, sans doute qu'ils sont discutés aussi à un niveau stratégique dans l'entreprise parce qu'ils sont directement liés à ces enjeux forts. Donc pour ma part, j'ai terminé la présentation. Je ne sais pas, Franck, si tu veux prendre quelques questions. Je ne sais pas s'il y a des questions ou continuer sur ta présentation. Donc je te laisse libre. Tu vas encore. Je vais laisser notre régisseur, Mickaël, nous dire s'il y a des questions sur cette première partie. Non, donc pour l'instant, il n'y a pas de questions. Je vous rappelle effectivement qu'il y a le chat pour les poser. Vous avez été très clair. Donc, ce que j'invite Franck, c'est à poursuivre les recommandations que l'on peut amener sur comment préparer ces projets et structurer ces derniers pour arriver à passer du concept à la réalité. Nous verrons à la fin de la partie de Franck si dès lors des questions sont apparues. Voilà. Alors, ce qu'on veut vous dire sur la vision que nous avons de la bonne manière d'adresser ce sujet chez NXO, il est résumé dans ce slide. Nous avons une méthodologie qui s'appuie en étapes. Vous en voyez 15 à l'écran. Ces étapes, elles représentent bien ce côté puzzle dont je parlais. C'est-à-dire qu'on sait très bien que ce n'est pas une action ponctuelle. Il faut que cette action ponctuelle, elle s'inscrive dans une cohérence d'ensemble, qu'en fonction de la maturité que vous pouvez avoir, mais aussi de vos enjeux, puisque tout le monde ne travaille pas dans les mêmes contraintes réglementaires, avec les mêmes enjeux en fonction du secteur d'activité, il faut arriver à faire son chemin. Les grands piliers de ce chemin, c'est que de toute façon, il faut partir d'une vision partagée, ce qui veut dire que, évidemment, tout ce qui va être état des lieux, inventaire, cartographie, audit, mais à la fois de mes risques, du besoin que j'ai, de l'impératif que j'ai de les gérer en fonction, encore une fois, de ce que je viens de dire, du contexte de chacun, de mes vulnérabilités que je peux tester. On va jusqu'à réaliser des pen tests sur les environnements de production. C'est des choses très particulières qu'il faut faire avec énormément de précautions puisque on est sur les outils de production, donc c'est pas n'importe comment. Ça demande du temps, c'est pas avec n'importe quelle modalité, mais c'est des choses qui existent. La cartographie et l'inventaire, c'est pour nous quelque chose qui est important pour démarrer parce qu'on ne peut pas protéger et améliorer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et puis c'est aussi, je le dis, parce qu'il y a un aspect un petit peu aussi, encore une fois, conduite du changement dans cette démarche. Il faut pouvoir que chacun y trouve des bénéfices. La cartographie des environnements outils, c'est aussi l'occasion pour les équipes outils, justement, pour les équipes automaticiennes, les équipes de production, d'avoir enfin, grâce à des outils spécifiques et une démarche particulière, de la visibilité sur quelque chose qui était difficile à avoir. Quel est mon parc d'automates, quelles sont leurs versions, à quelles failles ils sont exposés. On sait pertinemment qu'on ne les corrigera pas toutes, on ne pourra pas toujours, mais on pourra au moins savoir où elles sont, si elles existent chez moi et comment ensuite mettre en place les fondations pour les protéger. Fondation, c'est l'étape 2 et en fonction de l'état d'avancement chez vous, de vos contraintes, vous allez travailler sur différents sujets. Évidemment, l'urbanisation est importante. Sans doute que dans la mise en place de NIS 2, les premières choses qu'on voit, c'est sans doute l'étape 7 et 8, c'est-à-dire les flux nord-sud entre IT et OT, et puis la gestion des accès tiers, de la manière dont mes prestataires se connectent aux machines qui sont chez moi et que j'utilise, et de comment je me garantis, mais comment eux aussi, ils me garantissent qu'ils se connectent de manière sécurisée pour la machine que j'ai chez moi et pour le reste de l'usine auquel tout ça est connecté. Parce qu'évidemment, mon paysage autour de moi évolue, mes projets MES me conduisent à mettre tout ça en réseau. Le risque que j'avais hier d'un accès, entre guillemets, un peu shadow OT sur une machine, permettant à mon prestataire de faire un accès de maintenance, il correspondait à un certain risque, mais on va dire cantonné à la machine. Si cette machine, demain, je la mets en réseau et qu'elle est sur mon backbone OT de mon usine et puis que mon site distant, il est en SD-WAN avec l'ensemble de mes sites distants dans le monde, ce risque, il est en train de se répandre, ma surface d'attaque existe et surtout l'impact d'une attaque sur cette machine. Donc, vous voyez que c'est sûrement les ateliers prioritaires à mener.
Et puis, on va progresser comme ça. Et puis, on fera chez tel ou tel client, en fonction de ses besoins, tout ou partie des 15 étapes, en fonction une fois de ses priorités, de sa priorité budgétaire, des moyens qu'il a en termes d'équipe pour gérer. Et puis, ces choses-là vont progresser. Encore une fois, pensez à l'image du puzzle. À chaque pièce, on progresse. Chaque pièce, les choses avancent. Et on est parti pour un sujet qui va nous occuper effectivement sur le long terme. La convergence IT-OT, est-ce que ça sera un sujet qui ne nous occupera plus un jour? Sans doute. Un jour, on parlera d'une infrastructure réseau et peut-être que on sourira ou on se souviendra avec nostalgie du temps où on disait qu'il fallait que les choses se mettent ensemble. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la partie IT. Quand vous regardez l'histoire de la téléphonie, c'est assez marrant parce qu'on retrouve une trajectoire assez classique. Il y a 30 ans, la téléphonie et la partie réseau étaient séparées. Aujourd'hui, regardez les outils qu'on utilise en ce moment même pour communiquer. Finalement, on parle d'une application sur le réseau et les choses ont été totalement convergées. Qu'en sera-t-il pour les environnements de production? Un destin commun ou un destin différent, nous verrons bien, mais on est sur une route qui ressemble beaucoup et les choses vont donc prendre du temps. Sur le slide suivant, peut-être Michael, voilà, donc encore une fois, bien débuter, c'est sans doute amener de la visibilité, donc travailler sur la notion d'audit, comprendre sa posture de sécurité, avoir une connaissance des processus opérationnels et partager ça avec vos équipes. Pour vous évaluer sur la maturité, sur le slide suivant, on veut vous proposer un petit outil en ligne d'auto-évaluation que vous pouvez trouver sur notre site web, je crois, Michael, si c'est bien ça, et qui va vous permettre un petit peu comme ça, en réel, d'évaluer votre propre maturité avec des questions assez simples autour de l'organisation, autour de la gouvernance, autour de vos objectifs. Et puis, encore une fois, de pouvoir ébaucher votre trajectoire avec un petit rapport personnalisé que vous obtiendrez à l'issue de cette évaluation en ligne rapide. Sur le slide suivant, si vous souhaitez prolonger la réflexion, Michael est effectivement à votre disposition. Et puis, je vais profiter d'un petit clin d'œil à un dispositif auquel NXO et Cisco nous adhérons ensemble, qui s'appelle Swarm, qui est à Lyon, le lieu où je suis actuellement. Ça explique la machine qui est derrière moi. Nous faisons partie de ce collectif qui est dédié à l'industrie 4.0, avec des spécialistes de la robotique, de la donnée industrielle, du MES. C'est aussi un bon moyen et vous pouvez avec plaisir suivre notre parcours au sein de Swarm par notre site web et puis directement sur le site web de Swarm si cela vous intéresse. On propose aussi des moyens concrets pour mettre vos équipes en collaboration autour de ces sujets IT-OT. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous ce matin. Merci Laurent pour la présentation éclairée de ces résultats. Nous avons avec encore une fois humilité et conviction partagé avec vous ce que cet observatoire nous apprend et nous indique dans les choses telles qu'elles sont dans la vraie vie. On est évidemment à votre disposition pour répondre aux questions s'il y en a. Michael, je te laisse me les indiquer. Ouais, en tout cas, merci Franck et Laurent pour cette présentation qui est très claire. Je ne vois point de questions dans le chat. Maintenant, étant basé sur une restitution, je pense que vous avez bien étayé les différents sujets abordés et que les participants ont bien assimilé l'ensemble des informations qu'on a transmises. Donc, je ne vois pas de questions. Si tout de même, certains, alors je sais, c'est toujours compliqué d'être le premier, mais n'hésitez pas, on peut encore, on va dire, on a encore un quart d'heure par rapport au timing normal. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce que je peux juste dire en laissant ce petit laps de temps de saisie, c'est que l'enregistrement, de toute façon, va être disponible sur la plateforme Webikeo. Parallèlement à ça, nous allons vous transmettre l'e-book de restitution de l'enquête où vous aurez des compléments, des verbatines complémentaires qui ont été évoqués par Franck et Laurent, mais cette fois-ci sous format
papier. Donc, comme ça, vous pourrez reparcourir l'e-book. Et effectivement, parallèlement à ça, on vous invite à vous auto-évaluer sur l'outil de maturité que l'on a mis en place et qui reprend peu ou prou la logique de l'observatoire, qui vous permettra de commencer à imaginer les trajectoires de transformation, votre trajectoire plutôt, précisément votre trajectoire de transformation qui, par rapport à votre contexte, s'applique le plus et qui vous permettra de vous positionner, si vous avez déjà démarré dans votre démarche, de voir si vous êtes aligné, s'il y a des choses à creuser. Donc, on vous invite vraiment, voilà. Dans un deuxième temps, si pour l'instant vous êtes encore dans la réflexion et que vous ne dites peut-être pas tout de suite solliciter NXO sur des projets, c'est commencer encore à réfléchir, à vous challenger sur où vous en êtes, quels sont vos objectifs. Cet outil-là est vraiment un outil qui vous permet de vous apporter un premier niveau de réponse. Eh bien, merci de votre attention. On vous donne rendez-vous sans doute dans un futur assez proche autour de ces sujets. Franck et Mickaël, je vois une question sur les formations. Il y a une petite question sur… alors, je crois que tu as commencé à y répondre tout à l'heure. C'est est-ce qu'il y a des formations sur les sujets justement de convergence IT-OT? Alors, on voit effectivement, je parlais, alors moi je suis sur la région de Lyon, puis alors en plus, pour ceux qui me connaissent, je suis assez chauvin. Donc, je vais défendre le chapitre lyonnais, mais on va dire la région Auvergne-Rhône-Alpes est assez riche de ces formations qui naissent. Nous sommes très fiers d'accompagner le bachelor de l'ECAM à Lyon sur la cybersécurité et les réseaux. Alors, le titre officiel, c'est industriel et urbain. Vous voyez que je parlais de gens qui ont compris que le sujet dépassait évidemment le sujet stricto sensu de l'usine, évidemment. Il y a des réflexions, je le sais, à l'INSA. Je sais qu'il y a des réflexions à Télécom Saint-Étienne. Il y a aussi des formations de type Bac+2, Bac+3 qui commencent à être véritablement très convergées, je trouve, dans leur approche maintenance industrielle, réseau, cybersécurité industrielle. Vous avez à Lyon, par exemple, la CSB School, qui est une école qui, elle, s'est focalisée véritablement aussi sur cette partie réseau et cybersécurité des environnements de production. Donc, vous le voyez, il y a aujourd'hui une offre intéressante de formation initiale, de formation continue. Alors évidemment, il faudra aussi des gens qui ont un peu roulé leur bosse côté OT, donc la formation continue est importante, ne serait-ce que pour ensuite amener de l'expérience à ceux qui auront fait la formation initiale. Mais je crois qu'il y a un vrai déclic dans les formations et peut-être qu'il y a quelques années, on se disait finalement, cette cybersécurité industrielle, c'est quoi? C'est en génie industriel, c'est génie de production, c'est plutôt génie informatique, c'est télécom et réseau. Voilà, il y avait peut-être un petit peu un flou et il y a, je crois, un consensus aujourd'hui pour dire il faut une culture croisée. Donc peut-être que dans les formations de génie industriel, de génie de productique, il faut qu'il y ait cette culture IT et savoir aller chercher des compétences. Donc il y a pas mal de formations. Je ne veux pas faire la pub pour plus l'une que l'autre, mais véritablement, je crois que c'est important que ces formations aient évolué et qu'il y ait une offre aujourd'hui pour créer ces compétences hybrides et faire les ponts entre ces deux mondes. On va avoir besoin de ces gens-là, évidemment. Merci Franck. On a une autre question, alors, qui est peut-être un petit peu à étayer, mais on peut peut-être déjà apporter un premier niveau de réponse. Donc, il y a une question autour de l'approche que l'on a sur la gestion des stocks en entrepôt. Je pense que c'est… Alors, j'essaye de deviner quelle est la question. La question, encore une fois, je l'ai peut-être un peu ébauché. Ça ne sera pas l'objet de répondre techniquement de manière fine aujourd'hui, mais on le sait, un entrepôt logistique, le pire scénario, c'est quoi? C'est vous avez un entrepôt logistique, vous vous adressez à un intégrateur réseau comme NXO et vous nous achetez de la connexion Wi-Fi, mais si moi je ne sais pas à quoi ça sert et dans quel environnement, je ne peux pas bien répondre. Un environnement de logistique, c'est un environnement qui est compliqué au niveau radio.
Si vous y mettez des robots mobiles, on peut avoir aussi des contraintes dans les flux entre chariots mobiles, entre AMR et sol, qui sont des éléments de sécurité, un protocole comme ProfiSafe par exemple. On va avoir on est sur ce qu'on appelle des réseaux, des protocoles prédictifs. Il faut que les trams arrivent avec un rythme régulier. On peut pas, c'est pas la même chose que les flux IT qu'on véhicule. Donc là, il faut sélectionner sa connectivité en fonction de ce qu'elle sait faire et de ce qu'elle peut faire. Donc, faut vraiment qualifier son projet. Parce qu'à l'inverse, je peux aussi me satisfaire totalement d'une connexion Wi-Fi s'il s'agit, pour peu que je mette suffisamment de bornes, d'aller permettre à mes opérateurs d'être dans mon entrepôt logistique avec une tablette et que je ne suis pas en train de véhiculer un protocole de type ProfiSafe. Voilà, vous voyez bien qu'on n'est pas sur les mêmes enjeux. Donc, on ne choisit pas sa connectivité en fonction de ce qui est à la mode en ce moment. Surtout pas. On réfléchit à je connecte quoi, j'ai besoin de quel débit, j'ai besoin de quelle précision dans la manière d'amener ce débit jusqu'au sol. Et ensuite, je benchmark les technologies qui peuvent répondre à ces besoins. Et il y en a, elles sont peut-être spécifiques, peut-être plus ou moins difficiles à mettre en œuvre. Je ne vais pas les détailler ici, mais en tout cas, voilà, il faut se poser la question. Mais il n'y a rien de pire que d'acheter de l'IT pour faire de l'OT et après de s'étonner que ça ne marche pas. Merci Franck. Je ne vois plus de questions complémentaires. Donc, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce webinaire. Donc, encore une fois, vous aurez l'enregistrement et nous allons vous faire suivre des documents. Mais n'hésitez pas, en cas d'interrogation, à revenir donc vers moi ou vers l'adresse générique du site de NXO pour pouvoir poursuivre vos réflexions et de mettre en place nos spécialistes sur l'accompagnement que l'on peut mettre en place avec vous. Encore merci Franck et Laurent pour cette présentation et je vous souhaite une bonne fin de matinée et un bon déjeuner à tous. Merci. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée.